Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais de l'été. L'accès à 13 centres commerciaux et grandes surfaces du Rhône est conditionné depuis hier à la présentation d'un pass sanitaire. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a demandé au préfet de prendre ces mesures dans les départements où les taux d'incidence du Covid-19 sont supérieurs à 200 pour 100 000 habitants. Notez que du personnel de sécurité a dû être posté aux diverses entrées du centre commercial de la Part-Dieu afin de contrôler l'accès. Selon Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur du centre commercial, la mise en place du pass sanitaire va engendrer un coût supplémentaire estimé entre 300 000 et 350 000 euros hors taxe. Un chiffre colossal dans une période compliquée, estime le directeur de la Part-Dieu. Environ 72 agents de sécurité ont été recrutés pour effectuer les contrôles aux quelques 22 entrées du centre commercial, parking compris. Un centre de dépistage est situé près de la tour Oxygène, à proximité du centre commercial de la Part-Dieu. Le centre Confluence a pour sa part fermé 2 de ses 6 entrées pour faciliter les contrôles. Sous un barnum à côté du centre, des tests antigéniques sont effectués par la société Perrache Pharma. Le nombre de patients hospitalisés en France a franchi la barre des 10 000, dont 1908 se trouvent en soins critiques, 178 de plus en 24 heures. La pandémie a fait 97 nouveaux morts en France ces dernières 24 heures. Le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour donner son sang, même dans un hôpital. C'est ce qu'a rappelé hier l'établissement français du sang, qui s'inquiète de réserves trop basses et qui relance donc son appel aux dons. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La primaire écologiste pour la présidentielle 2022 aura lieu entre le 16 et le 28 septembre. Éric Piolle, Sandrine Rousseau, Delphine Batteau, Yannick Jadot et Jean-Marc Governatori vont très vite entrer dans la bataille, mais le maire de Grenoble, Éric Piolle, a pris une longueur d'avance, effectuant déjà pas moins de 30 déplacements en France. Ce matin, dans les colonnes du Progrès, il dévoile même une partie de son plan pour la France, plan qu'il aura l'occasion de détailler jeudi lors des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts à Poitiers. Un programme permettant d'atteindre la neutralité climatique du pays d'ici 2045, c'est l'objectif principal d'Éric Piolle. La transition écologique ne peut marcher qu'avec un accompagnement fort des populations, estime le maire de Grenoble, qui promet une série de mesures en faveur de la justice sociale et environnementale, avec 1,5 million de créations d'emplois. En résumé, les changements demandés par l'urgence climat sont si grands qu'ils ne peuvent être acceptés par les Français que si l'espoir d'un avenir meilleur est donné, dit-il. Parmi les mesures phares annoncées par Éric Piolle, on retient l'instauration d'un ISF climatique pour taxer les plus pollueurs des particuliers, souvent les plus aisés, dit-il, mais aussi une revalorisation de 10% de l'ensemble des bas salaires, la sortie de l'élevage industriel, la création de 25 000 fermes communales maraîchères et agroécologiques, ou encore l'adoption d'une grande loi foncière pour sanctuariser les terres, l'évolution de la loi littorale pour anticiper la hausse du niveau de la mer, la protection des forêts avec des zones en libre évolution, mais aussi la nationalisation des réseaux numériques, la reprise des autoroutes en gestion publique, la construction de 150 000 logements sociaux BBC, basse consommation par an, ou encore l'instauration d'un revenu minimum garanti dès 18 ans. Arnaud Montebourg va lui annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle le 4 septembre, déclaration qui sera faite dans la Nièvre. L'ex-ministre de l'économie se rendra ensuite le 25 septembre sur les terres de son ex-circonscription de Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire pour lancer vraiment sa campagne. C'est dans cette ville, en 2014, aux côtés de Benoît Hamon, alors ministre de l'Éducation, qu'il avait ouvertement critiqué la politique de François Hollande, juste avant de se faire remercier du gouvernement. Montebourg avait échoué aux primaires du PS en 2012 et 2017. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Après l'Oyace, la Guillotière est devenue refuge LPO. La LPO, c'est bien sûr la Ligue de protection des oiseaux. La Guillotière, c'est le plus grand cimetière de Lyon, à cheval sur les 7e et 8e arrondissements. La première sépulture date de 1855. Outre des tombes et des tombeaux, on y trouve aussi une nature florissante. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Hugues Mouret, le directeur de l'association Arthropologia, explique l'intérêt d'un tel classement refuge LPO. L'idée de la LPO, c'est d'investir des espaces pour redonner de la place et du temps à la vie, à la biodiversité. Donc même si le cimetière en lui-même a encore une grosse marge de progression, le fait de l'engager dans un processus comme ça, qui est de labelliser, de faire monter en compétence les agents, et donc de fournir énormément de ressources alimentaires, d'espaces de nidification, d'espaces de refuge, en réaménageant et en choisissant des espèces qui sont plus adaptées, c'est engager à la fois un des 3 cimetières de la ville, et donc à terme la ville dans un processus
processus qui est, comme le disait tout à l'heure le responsable, il y a déjà 130 refuges LPO. Ça permet d'avoir une visibilité de l'extérieur et d'engager à plus grande échelle les collectivités, les cimetières d'une manière générale, qui sont encore des lieux où on utilise des pesticides, qui ne sont pas couverts par la loi Labbé et qui malheureusement posent de vrais problèmes écologiques sur l'origine des pierres tombales, sur l'origine du bois, sur l'embaumement des gens, sur la crémation et quand on a des plombages dentaires, qui est la première pollution mercurielle en France. Voilà, il y a tout un tas d'autres problèmes à régler et qui sont pour autant liés à la biodiversité. Donc arrêter de traiter, remettre des espaces à la nature, pour la nature dans les cimetières, c'est une chose qui est catégorique et impérative de faire rapidement. Cela dit, il faut aussi traiter les autres problèmes de pollution qui sont anodins, qui sont parfois discrets ou en sous-marin et dont on n'a pas idée, mais qui sont des bombes chimiques sous chaque ville et avec une possibilité d'intoxication des nappes phréatiques. Donc quand on parle de biodiversité, on parle d'insectes, d'oiseaux. Quel type d'insectes on peut trouver ici par exemple? Alors il y a des mammifères bien sûr, il y a au moins des hérissons, des écureuils, enfin, il y a tout un tas de trucs qui peuvent passer, puis des plus petits, des rongeurs évidemment. Mais alors en insectes, en fait on peut trouver, les cimetières sont suffisamment grands pour qu'on puisse mettre en place une mosaïque d'habitats et de micro-habitats. C'est-à-dire que les insectes pour vivent, un certain nombre vivent dans des modalités particulières et qui dépendent de la saison. Ça peut être un refuge sous un tas de bois, il peut être floricole et donc manger du pollen ou du nectar quand il est adulte, et puis aller se reproduire dans un espace herbacé. Et donc c'est plutôt la combinaison de ces espaces qui est intéressante et c'est ça qui va être reproduit, c'est-à-dire que dans les espaces de la ville, de la métropole et dans le cas particulier de cimetières, il y a des zones boisées réellement qui vont être mises en place, c'est-à-dire qu'avec des branches qui sont en bas, les arbres n'ont pas des branches à 5 ou 7 mètres comme on a l'habitude de le voir de haut ou à plusieurs mètres de hauteur, avec des arbustes, des buissons indigènes qui vont fournir des fleurs, des fruits, etc. Et donc une fois qu'on a rendu les espaces de ressources, les espaces de nidification, les espaces d'alimentation, c'est des dizaines d'espèces de papillons, des centaines d'espèces d'abeilles. Dans la métropole, on a plus de 330 espèces d'abeilles recensées, dont une évidemment qui va dans les ruches, mais 330 espèces sauvages. Mais ça veut dire des dizaines d'espèces de papillons, des centaines d'espèces de mouches. Alors quand je dis mouches, évidemment, je ne pense pas uniquement à la mouche qui est les mouches domestiques et ces mouches qui nous embêtent, mais beaucoup d'autres mouches qui remplissent des rôles de prédateurs, de pollinisateurs. Les cirques, par exemple, dont les larves vont consommer les pucerons ou les taquinaires, dont les larves vont consommer les chenilles ou les punaises. Voilà tout un autre panel de services qui accompagnent ces auxiliaires. Une fois qu'on a rétabli le milieu, on peut bénéficier à ce moment-là de recyclage de la matière organique, de protection des cultures, de pollinisation. Et malgré tout, la ville, si c'est pas l'espace primaire de la nature, ça en devient un espace essentiel aujourd'hui où on a tellement dégradé les milieux à proximité des grandes villes, où l'agriculture intensive parfois a transformé les espaces en de véritables déserts biologiques, les espaces de réserve, les espaces naturels, les espaces urbains, périurbains, et ça mis dans leur ensemble, c'est-à-dire les bords de route, les parcs urbains, les pieds d'entreprise, les hôpitaux, les campus, les jardins privatifs, etc. Tout ça représente une surface non négligeable pour servir de réservoir et de transition et pouvoir recoloniser justement ces fameux déserts biologiques. Donc tous ensemble, certes, les pouvoirs publics doivent y mettre la main à la pâte, ça représente à peu près 10% du territoire urbain. Il va falloir absolument qu'on investisse aussi et que la nature ait un peu de place et un peu de temps dans tous ces autres espaces qui sont privatifs. Et en ce qui concerne le cimetière de la Guillotière, on a réintroduit de l'eau, c'est quoi cette mare exactement? Mais alors ça c'est assez remarquable parce que les zones humides et les milieux qui hébergent des mares et des prairies inondables sont les biotopes les plus riches dans les milieux tempérés. Et donc on en a drainé 70%. C'est les chiffres de l'IPBES il y a 2 ans. Et donc quand on met en relation le fait que ce sont des milieux très riches et qu'on les a détruits à plus des 2/3, on comprend l'importance de rétablir tout un tas d'espaces à vocation humide. Alors la mare en est un exemple, mais une fois que vous fournissez un espace qui manque dans l'environnement, et c'est le cas ici, il y a peu de mares dans l'environnement, elle est très très rapidement colonisée par la faune et la flore qui en a besoin ou qui en dépend. Alors 30% de la flore protégée par exemple dépend des zones humides. Évidemment c'est pas forcément dans ces espaces qu'on va les retrouver, on est en pleine ville. Mais par contre très rapidement vont arriver des libellules, des ditiques, des notonèques, des nocors, toute une faune d'animaux qui va vivre dans l'eau et qui chassera notamment ceux qui peuvent nous poser un problème, qui pourraient venir pondre dans les mares, comme par exemple les moustiques. C'est-à-dire que dans une mare équilibrée remplie de prédateurs, il n'y a pas de moustique qui peut émerger où ça reste exceptionnel. Par contre, quand on se retourne autour de nous dans le cimetière, il y a des pots de partout qui sont hermétiques avec des fleurs en plastique pour la plupart. Et si on va voir, il y a de l'eau au fond. Et là, ce sont les réserves à moustiques. Ce sont même exclusivement les espaces dans lesquels les moustiques, comme les moustiques tigres, peuvent se reproduire dans des tout petits volumes d'eau dans lesquels aucune autre espèce peut se reproduire. Et les cimetières sont par exemple des nids à moustiques tigres, pas du fait qu'il y ait des mares, au contraire, du fait qu'on laisse des espaces se remplir d'eau et du fait qu'il n'y a pas de mares. Parce que s'il y avait des mares et s'il y avait des micro-habitats, il y aurait une guilde de prédateurs beaucoup plus variés et donc aussi bien les oiseaux que les chauves-souris, que les insectes, que les araignées pourraient maintenir une partie des moustiques
Cela dit, la lutte contre les moustiques passe par la gestion des espaces de reproduction et donc la vidange de ces cuves d'eau. Il est question désormais d'un troisième refuge, cette fois-ci au cimetière de la Croix-Rousse, car au total, la ville de Lyon compte pas moins de 7 cimetières. Nous avons rencontré Jean-Pierre Cornu, qui n'est autre que le directeur des cimetières à Lyon. Sur la ville de Lyon, vous avez donc en gros 7 cimetières qui sont répartis sur 4 sites principaux. 2 cimetières à la Guillotière, sur la rive gauche du Rhône. 2 cimetières à Fourvière, sur le site de Loyasse. Donc ça, c'est la rive droite. Et 2 cimetières à la Croix-Rousse, sur la colline de la Croix-Rousse. Plus le 7e, qui est un petit cimetière de campagne sur l'ancienne commune de Saint-Rambert, qui a été rattaché au 9e arrondissement. Avec pour chacun des personnalités connues. Un cimetière historique qui est très connu sur Loyasse. Cimetière aussi donc patrimonial sur la Guillotière. Et avec les cimetières de la Croix-Rousse, où vous avez toutes les anciennes les personnes qui ont œuvré à fin 19e. Comment s'est modifiée la gestion de ces cimetières ces dernières années? On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Complètement. Donc on était sur des cimetières. Alors au niveau, on va parler surtout dans le domaine, on va dire, qui nous intéresse au niveau donc entretien et espace paysager. Donc jusque dans les années 2000, assez récemment, donc 2013-2014, on était donc sur des procédures d'entretien qui étaient beaucoup liées à des passages de produits phytosanitaires pour le désherbage, pour l'entretien des allées, des voiries, etc. Et donc cette démarche, on l'a laissé tomber en 2014 pour passer sur un entretien plus raisonné, donc à base de techniques beaucoup plus mécaniques, manuelles, et en laissant place d'une manière plus importante à de l'enherbement, soit l'enherbement naturel, soit de l'enherbement contrôlé, raisonné. Ce qui ne veut pas dire que les cimetières sont à l'abandon. Mais pour autant, le public n'a pas forcément compris. Enfin, tout le monde n'a pas forcément compris cette démarche. Oui, complètement. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant, on va dire, est rentré petit à petit dans les mœurs, où les personnes maintenant, compte tenu aussi de la réglementation qui a fortement évolué depuis les dernières années et qui vient en appui à ce que l'on fait, donc qui vient dans notre sens. Donc la réglementation maintenant a évolué pour quasiment interdire donc l'usage des produits de désherbage chimique en ville et sur les espaces publics. Donc ça maintenant c'est quelque chose qui est donc avéré. Donc de ce fait-là maintenant on peut travailler nous sur des techniques alternatives sans, on va dire, avoir un petit peu les difficultés vis-à-vis de la population, parce qu'on a quand même des personnes qui sont assez réfractaires au nouveau visage que peuvent prêter les cimetières, donc avec des herbes qui sont peut-être beaucoup plus abondantes, un visuel qui est différent et qui laisse beaucoup plus de la place au verdissement et qui atténue l'aspect minéral qu'avaient les cimetières dans des années encore très récentes. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'herbes, on a aussi beaucoup plus d'insectes, de faune également. Voilà. La faune est importante dans un cimetière. Oui, complètement. Le travail qui est fait donc maintenant avec ces nouvelles techniques qui favorisent la biodiversité, justement, c'est le bénéfice majeur, c'est d'avoir le retour d'insectes, d'animaux qui étaient complètement absents avant, puisque quand vous mettez des tonnes de produits chimiques pour traiter les allées, etc., vous neutralisez toute une partie de la faune qui n'est pas forcément visible mais qui est importante. Vous la neutralisez sur plusieurs années. Il faut savoir qu'un dé à coup de glyphosate, ça neutralise une portion de terrain pour 10 ans. Ce sont des produits qui sont extrêmement rémanents et qui donc vont s'éliminer que très lentement et qui vont vous stériliser les sols pendant des années et des années. Donc il est bien évident qu'à partir du moment où on arrête ces traitements qui sont nocifs, on favorise tout de suite un retour. Nous, on a pu le constater, c'est de l'ordre de quelques mois, quelques années. On favorise un retour à la normale pour les espèces vivantes et on en retient effectivement des bénéfices quasiment dans les années qui suivent. Là, on fait un investissement pour l'avenir. Dernière question. Autrefois, on venait dans un cimetière pour visiter une tombe. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à accueillir le public, à faire rentrer le public dans les cimetières pour en faire en quelque
ressources des parcs. Les cimetières, ça représente à Lyon 42 hectares sur la commune, l'espace communal, 42 hectares. C'est quasiment autant que les parcs et jardins. Donc il est bien évidemment compréhensible que ces espaces verdoyants doivent servir à la promenade, au fait que les gens peuvent s'y promener, s'y reposer et ne pas être forcément le lieu est dédié aux inhumations, mais ils peuvent aussi être ouverts sur l'accueil des usagers. 40 nichoirs ont d'ores et déjà été installés à la Guillotière, une mare et des plantes aquatiques, mais d'autres actions sont prévues pour préserver la biodiversité locale dans ce cimetière de la Guillotière qui a désormais valeur d'exemple pour les défenseurs de la biodiversité. En bref, les sports avec du rugby, le match de préparation prévu vendredi entre Toulon et le Loup est purement et simplement annulé. Compte tenu d'un trop grand nombre d'absents dans les effectifs toulonnais et lyonnais, les deux clubs ont décidé d'annuler le match de préparation prévu vendredi 20 août à Mayol. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.